Eh bien, bonsoir, rebonsoir à tous. Donc voilà, nous sommes réunis à nouveau pour un nouveau webinaire. Cette fois, le sujet, c'est les semi-conducteurs. En ce qui concerne la caméra, je ne sais pas si vous nous voyez. Enfin, si vous nous voyez, c'est pas grave de toute manière. Mais en tous les cas, il paraît qu'on va avoir bientôt du nouveau matériel avec des grosses caméras qui nous permettront d'être beaucoup plus nets et surtout moins flous Ouais. quand on bouge. Et on nous verra mieux tous les deux. Je ne sais pas si ça va vous changer grand-chose, mais en tout cas, pour nous, ça va nous changer notre image de nous-mêmes. Marco, the floor is yours. Merci, merci. Donc, la dernière fois, on parlait des matériaux, des matières de base, donc avec les métaux rares, etc., etc. Et cetera. Et donc, ça semblait relativement logique d'arriver sur les semi-conducteurs parce que ce sont quand même des instruments, enfin, on va dire ça comme ça, qui utilisent des métaux. Donc, ça avait du sens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme vous l'avez très bien vu dans vos portefeuilles, ou sinon, en tout cas, dans les bourses qui vous intéressent, c'est que tout ce qui était techno s'est cassé la figure, et en particulier les semi-conducteurs, parce que les semi-conducteurs ont un côté très cyclique. Donc, c'est le côté très cyclique de la tech. Donc, nous allons explorer un tout petit peu ce secteur. Pourquoi Intel, AMD, Nvidia? C'est que dans les dots, il n'y a pas toutes les sociétés qui pourraient être intéressantes. Toutes les sociétés ne sont pas représentées. On avait déjà parlé à l'époque de certains semi-conducteurs comme TSMC, ce genre de choses. Donc là, on vient vraiment sur Intel, AMD, Nvidia. Hops. Donc, de nouveau, pour le trading, vous connaissez cette slide. Et voilà l'agenda. Donc, c'est l'état de l'industrie, AMD, Intel et Nvidia. Le disclaimer, toujours important, en sachant que, évidemment, tout ce que l'on vous raconte, ce ne sont pas des recommandations formelles. Nous ne sommes pas suffisamment payés pour ça, c'est-à-dire nous ne sommes pas suffisamment payés pour payer un avocat. Les dots, vous les connaissez maintenant, c'est parfait. Vous remarquerez que très peu souvent nous parlons des facteurs certificates. C'est quelque chose qui est un peu plus particulier, donc c'est moins sensible, c'est très sensible en tout cas au niveau du trading. Ce que sont les dots, vous le savez maintenant. Les 4 catégories de produits, comme on l'avait vu avant, Varan, no-code Varan, mini future, factor certificate. Donc, vous la connaissez par cœur, cette slide. Donc, passons directement à l'état de l'industrie. Semi-conducteurs. Donc, là, il y a quelques chiffres qui sont sortis. Donc, si vous allez googliser, vous mettez legrandcontinent.eu et puis vous allez trouver pas mal d'informations là-dessus. Donc, regardez déjà en haut à gauche la projection annuelle du marché mondial des semi-conducteurs. Donc 2021-2023, donc 21 on connaît, 22 on connaît plus ou moins, 23 on ne sait pas encore. Donc a priori, vous voyez que de 2021 à 2022, il y avait une certaine croissance. Par contre, vis-à-vis de 2023, il n'y a pas une croissance phénoménale. Et vous allez le voir ensuite pourquoi. En dessous, c'est la répartition de la demande et la croissance annuelle sectorielle des semi-conducteurs, parce que les semi-conducteurs sont utilisés dans des ordinateurs, dans la communication, ça c'est le côté télécom, le consommateur, ça peut être des PlayStation, l'industrie, eh bien, ça peut être l'industrie aéronautique, l'automobile, vous comprenez, le gouvernement, ça c'est aussi de la recherche au niveau gouvernemental, donc eux utilisent évidemment aussi des semi-conducteurs. Vous voyez plus ou moins la croissance annuelle en fonction des différents secteurs et la répartition de la demande. Donc, vous voyez que une grande partie de la demande, c'est vraiment ordinateur et ensuite communication. Donc, on va vous dire, ordinateur, télécom, c'est ce qui consomme le plus de semi-conducteurs. Ça, c'est assez intuitif. Rappelez-vous, chaque fois que vous achetiez à l'époque un ordinateur, je veux dire à 99%, c'était Intel Inside. Le marché des semi-conducteurs sur la droite, donc 2021-2030, les données exprimées en milliards de dollars. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine croissance attendue, en tout cas de 2021-2030, sur les 8 prochaines années. Ordinateur et stockage de données, plus qu'ordinateur, c'est certainement les stockages de données. Donc, tout ce qui est lié au cloud, ce genre de choses, ça c'est très important. Les smartphones, pour finir, à force d'en jeter, et il y en a des montagnes, donc tout le monde va aller les récupérer et tout le monde va prendre des téléphones qui ont été refurbished et puis peut-être qu'on arrêtera un peu la demande. Et puis surtout, si on regarde le côté Covid en Chine, on va, on va avoir moins de téléphones Apple. L'automobile, vous voyez aussi que l'automobile prend de l'ampleur comme secteur. Évidemment, avec le véhicule électrique, il y a plus de semi-conducteurs.
L'électronique industrielle, on peut le voir aussi qu'il y a une croissance. L'électronique de grand public, ça va, c'est pas là qu'on va trouver des grosses croissances. La communication filaire, elle file du mauvais coton. Donc, c'est pas là non plus qu'on va trouver quelque chose d'extraordinaire. Quelques points qui sont sortis dans les news cette année, et surtout les dernières news, on va dire ça comme ça. Intel a perdu un demi-milliard de dollars. Donc ça semble, c'est rarissime qu'une société tech comme ça dise nous on a perdu de l'argent. Mais il se trouve qu'ils en ont perdu. Donc ça c'était une mauvaise nouvelle. Ceci explique en partie pourquoi les titres des semi-conducteurs ont baissé. Nvidia, quand ils ont publié des résultats, ils ont dit aussi faites gaffe parce qu'on a une baisse des carnets de commandes. C'est pas qu'ils perdent de l'argent, c'est qu'ils en gagnent moins. Et comme les analystes cherchent plutôt des sociétés en croissance, eh ben, croissance égale tech, tech qui n'a pas de croissance, ça c'est pas bon. Et surtout la partie très sectorielle que sont les semi-conducteurs. Micron Technology, la même chose avec Advanced Micro, ont exprimé le fait qu'ils avaient des difficultés financières. C'est pas le Crédit Suisse, hein, ils ont plein de pognon, hein, mais simplement que voilà, c'est les news. Dans le news flow, pas forcément fort sympathique. Le géant taïwanais, ça c'est ceux qui fabriquent les semi-conducteurs, on va dire ça comme ça. Donc Taiwan Semiconductor, la plus grosse, numéro 1, donc des fabricants de puces, a réduit ses investissements dans ses usines. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les Intel et les autres leur commandent moins de matos. Et donc, on voit que le secteur, d'après le cabinet américain Gartner, eh bien, va plutôt se contracter en 2023. C'est logique du moment qu'on attend une récession mondiale, sauf la Suisse, paraît-il, d'après les dernières informations présentées par la SECO. Donc, nous sommes indemnisés contre la baisse. Alors moi j'ai une question parce que j'ai pas trouvé la réponse. On a vu récemment, parce que ça fait partie des quelques points qu'on peut noter au niveau des semi-conducteurs, puisque récemment on a vécu un rebond spectaculaire dans la tech et dans les semi-conducteurs, aussi en plus du CPI, aussi par rapport au fait que Monsieur Warren Buffett a investi massivement dans TFNC justement. Et donc toi quelle est sa réflexion? Parce qu'on sait que c'est pas son domaine de compétence principal, que lui, il a plutôt une recherche de la croissance long terme, mais pas de la croissance immédiate. Et qu'est-ce que tu penses qu'il voit en dehors de sa fameuse stratégie de acheter quand personne n'en veut? Non, 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 mais ce qui est marrant avec Warren Buffett, c'est qu'il achète des trucs qui sont pas intuitifs au départ. Il a acheté des chemins de fer à l'époque, alors qu'on se disait les chemins de fer, qu'est-ce qu'on s'en fout des chemins de fer? Les assurances, on comprend, mais c'est difficile à analyser et il en a acheté. Donc, il a un côté value investor. Du moment qu'il est value, il va chercher les actifs qui sont plutôt cycliques. Et puis là, manifestement, il n'est pas du tout contrarian. Je pense qu'il a acheté du Taiwan Semi parce que lui, comme il investit sur le long terme, dans les 18 prochains mois, il aura raison. Est-ce qu'il aura raison? Évidemment, après, il y a l'effet news flow. Donc, il a acheté, donc j'achète. Ouais, ok, alors autant acheter son fonds, hein. Mais je pense qu'il a raison. Donc, lui parie sur le fait que l'on dise on a une récession totalement annoncée, en tout cas aux États-Unis, et donc au niveau mondial, à part la Suisse, évidemment. Et quand on regarde, alors ça c'est un petit tips d'aujourd'hui, quand on regarde ce qu'attendent ou ce qu'attend le marché au niveau des taux des Fed Funds court terme américains, on voit qu'on sait qu'il va y avoir encore 50 points de base, en tout cas de hausse, mais on voit un pic pratiquement au fin du premier trimestre, début du deuxième trimestre de l'année prochaine au niveau de la politique des taux de la Fed, c'est-à-dire le resserrement. Et après, ça commencerait à se relâcher. Ce qui dit relâcher veut dire qu'on a mis l'économie en récession, on a un taux de chômage qui a augmenté, donc dans le cycle économique, il devrait repartir. Donc, comme on ne sait pas acheter le plus bas, et que Warren Buffett n'a jamais dit qu'il achetait au plus bas, ben, tout d'un coup, ça marche. Regardez quand il a acheté Apple Computer, c'était pas évident que le vieil adage du fin fond des États-Unis,
qui parle relativement peu et qui veut déshériter sa famille. Donc, vous voulez acheter Apple. Et il l'a acheté. Et avec raison. Donc, pour toi, il joue pas le timing, il joue plus la reprise du cycle économique. Ouais. Okay. Paris, hein. J'ai lu en même temps que lui avait acheté ça, des gens qui contredisaient, qui disaient, bah, nous, on profite pour vendre. Bon, pourquoi pas. Mais tout dépend de l'horizon temps, tout dépend de la stratégie globale. Mais lui, décidément, il achète le cycle. On sait aussi que de toute façon, lui, il ne vend pas. Enfin, voilà, tout à fait. Oui, il a tellement de pognon, il n'a pas besoin de vendre. Autre chose, on comprend que la demande de... Ça, c'est vraiment des news que l'on sait, donc il n'y a rien de nouveau. Hein. La demande semi-conducteur est en recul, mais c'est vrai que ce qui est data center, donc rappelez-vous les premières slides où on voyait l'augmentation au niveau de l'informatique. Donc c'est vrai que les data centers, ça c'est important. Donc c'est là où c'est en train de se passer avec le cloud et compagnie. Et puis, comme vous l'avez vu aussi dans le slide précédent, enfin encore avant, c'était la demande pour l'industrie automobile. Donc tout ce qui est électrique veut dire plus de connexions, semblerait-il. Enfin, je ne suis pas ingénieur. Puis voilà, donc, et puis en plus, quand on prend la voiture de Thomas qui nous a transportés jusqu'ici, il y a plein de diodes, de couleurs partout. Ouais, il faudra de l'électronique. Qui dit électronique. Mais c'est pas électrique. Bon, je tiens à le préciser. Pas qu'il y ait de misunderstanding. Oui, c'est vrai que je pédalais. Non, c'est pas une voiture électrique. Non, c'est pas une voiture électrique, mais il y en a déjà pas mal, oui, effectivement. Mais pourquoi tu m'as fait pédaler alors? Bon. C'était pour toi bien. Là, c'est un slide que vous allez retrouver dans un article qui va paraître dans investir.ch, édité par Funketobel, sur le marché chinois. Qui dit marché chinois dit aussi semi-conducteur d'une façon ou d'une autre. C'est assez intéressant, moi j'ai trouvé pas mal. Donc Bank of America, en novembre 2022, ils ont mis un petit peu les réactions historiques du marché durant les cycles. Donc si vous regardez, le pic de stock, on l'a eu, donc tout à la fin T1 2022. Et donc, du moment qu'on a un pic de stock, ça veut dire qu'il y a moins de commandes. S'il y a moins de commandes, qu'est-ce qui se passe? L'indice SOX, donc l'indice des semi-conducteurs coté en bourse, eh bien, se casse la figure parce qu'on anticipe le fait que d'abord, il faut vendre le stock avant de repasser commande. Donc, si on ne repasse pas commande, il y a toute une partie de l'industrie des semi-conducteurs, nommément la partie très, très cyclique, où ça va baisser. Ça, c'est intéressant. Donc, regardez, c'est pas mal. Moi, j'ai bien aimé le côté pic de stock qu'on a vu en 2019. Et puis, donc, ça baisse. Puis, tout d'un coup, il y a un rebond. Mais après, ça redescend de nouveau très fortement. Mais là, c'était 2020. C'était très particulier, l'histoire 2020, parce qu'on arrive quand même dans des situations Covid. Donc, là, le pic de stock, évidemment qu'on l'a, parce que plus personne n'achetait au départ. Et surtout, il n'y avait pas de quoi fournir, vu que... Donc, si on regarde ce graphique, on a vu le pire. A priori, ouais. A priori, par rapport au stock. Ouais, à voir comme ça. Puis bon, là, c'était le premier trimestre 2022. On peut imaginer que ça a encore dû monter un tout petit peu dans le deuxième trimestre. Là, nous sommes dans le dernier trimestre, donc c'est sensiblement différent. On voit d'ailleurs, après, on verra que ça commence à rebondir un tout petit peu. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant pour les gens qui aimeraient être un peu contrariens en disant, là, ça peut être intéressant de commencer à acheter. Autre chose, donc, est-ce que c'est la dernière phase du cycle? Toujours dans ces sources Funketobel au départ, mais là qui ont essayé de retravailler un tout petit peu les semi-conducteurs. Donc, voilà ce qu'ils disent. Donc, ça, c'est les analyses de Funketobel que je trouve analyses assez intéressantes. Donc, vous voyez que on a les variations de vente mondiale en glissement annuel. Donc, c'est les barres noires. Et puis, en bleu, l'indice SOX. Donc, grosso modo, on voit qu'on est à moins 3% et qu'on prévoit moins 10, moins 7, moins 5. Donc, on prévoit quand même encore une contraction, mais on voit que cette contraction, elle est de moins en moins forte. D'accord? Parce qu'on passe de moins 10 à moins 7 à moins 5. Donc, si vous regardez T1, T2, T3 et T4 de 2019, ça vous explique à peu près la même chose. Et puis, vous voyez que la ligne bleue, à un certain moment, elle est montée. Donc, l'indice SOX est monté. Donc ça, c'est le côté contrariant de nouveau. Donc ce sont deux graphiques qui militent en faveur de l'industrie des semi-conducteurs. Pour l'indice SOX, demain, vous aurez aussi, pas un article, mais un graphique sur investir.ch sur l'ETF SMH, qui est donc l'ETF sur le SOX Index, avec une analyse technique enfin de Spectral Wave,
qui montre qu'effectivement, on est en train de bien créer le bottom et qu'on est en phase de hausse et de rebond. Donc ça, vu différemment, avec une autre analyse technique, ça redonne un peu d'essence, dans le sens carburant, pour dire que l'industrie va remonter. J'ai bien dit essence et pas électricité. Merci. Alors parlons d'AMD. Alors, il y a quelques petites histoires. Pourquoi? Parce qu'AMD, Intel, Nvidia, à un certain moment, ils ont des destins communs, soit historiques, soit par des relations d'affaires. AMD, la chose extraordinaire pour nous, les vieux que nous sommes avec Thomas. Oui, alors, vas-y, continue. Bon, je suis plus vieux que c'est qu'à l'époque, le CEO de AMD avait un grand chapeau de cow-boy. C'était un ancien copain de ceux qui ont fondé Intel parce qu'ensemble, ils bossaient ensemble dans une boîte qui s'appelait Fairfield. Mais bon, c'était le numéro 2 très, 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 très loin. Et là, maintenant, on voit que cette année, en termes de cap boursière, un truc qui, à l'époque, on n'aurait jamais imaginé, bah, ils ont dépassé Intel. Intéressant de le savoir. Dans les années 70, donc, fabriquer des puces électroniques, c'était des trucs tout bêtes, rien de spécial. Mais dans les années 80, c'était aussi le deuxième fournisseur pour Intel. Donc, vous voyez, de nouveau, il y avait ce côté, ils étaient ensemble sans être ensemble. En 2006, par contre, AMD a racheté un fabricant de puces ATI et en plus, s'est séparé de Global Foundries. Donc, ils ont réorienté un petit peu leur stratégie. Et puis, c'est pour repartir sur de nouveaux marchés et une stratégie de croissance. Par contre, ce qui est assez fou, c'est justement quand ils ont acheté Xilinx. Alors, quand on parle des puces adaptatives, c'est pas du flash, c'était les FPGAs. Et donc, c'était des puces que l'on pouvait programmer. Et donc, il y avait Altera Xilinx. Ils ont acheté Xilinx pour 49 milliards de dollars. C'est monstrueux. Et donc, AMD a rajouté une deuxième jambe à son business. Chose qu'Intel n'avait pas faite. Donc, eux, ils sont vraiment là, ils se sont bien positionnés, deux pieds bien ancrés dans le sol. Alors, les puces AMD, où est-ce qu'on les trouve? Ben voilà, on les trouve dans la Tesla, dans la rover terrestre Mars Perseverance, c'est ça, vous voulez dire, pour la NASA, dans des tours cellulaires 5G, dans les superordinateurs, enfin, le plus rapide du monde en l'occurrence. Donc, vous voyez que AMD est quand même dans les secteurs que l'on avait vus auparavant, c'est-à-dire l'automobile, le data center, ce genre de choses. Évolution des résultats. Donc ça, ce sont des graphiques que vous pouvez retrouver sur Zone Bourse. Hein. Rappelez-vous, on utilise pas mal Zone Bourse pour ce genre de choses. Il pré-mâche du travail. Donc vous voyez que pour AMD, 2022, 2023, 2024, au niveau du chiffre d'affaires, il n'y a pas une croissance énorme. Mais on voit quand même qu'a priori, on voit qu'il y aurait une croissance et surtout la ligne verte où il y aurait de nouveau des marges nettes qui seraient en train de recommencer à prendre de la couleur, on va dire ça comme ça. Au niveau du consensus, alors l'objectif de cours haut à 200 $, je ne sais pas qui l'a trouvé, mais enfin il y en a un qui a dit ça. Donc le dernier cours de clôture, là c'était il y a 2-3 jours, donc c'était à 75. L'objectif du cours bas c'est 60, du cours haut c'est 200. L'objectif de cours moyen, ça ne veut rien dire, mais c'est une moyenne. Par contre, dans le consensus des analystes, il y en a quand même 24, donc une majorité, large majorité, qui sont acheteurs. Mais pas tous. Donc c'est ça qui est pas mal. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un rebond dans l'industrie. AMD fait partie, en tout cas au niveau de l'évolution des comptes de résultats, mais les comptes de résultats sont prévisionnels hein, à partir de 2022, total 2023-2024. Mais bon, ça a l'air d'être pas mal. En graphique, qu'est-ce que ça donne? Depuis 2011, pour le plaisir de voir quand elle était très basse et qu'elle traitait en dessous de 10 $, où on trouvait qu'effectivement, ce n'était pas un truc super intéressant. Mais après. Ils étaient au bord de la faillite en plus à l'époque. Ouais. Donc après, justement, ils rachètent les Xilinx, les trucs et les machins, et ça démarre comme Dieu le veut, parce que à partir de 2017, où on était à 10, on est quand même monté jusqu'à 160. Par contre, évidemment, en 2022, on voit la cassée de gueule. Il devait à 300 avant. C'était à 160. Non, je me souviens, quand on était à 160, les gens de la AMD, ça va à 300. Ouais. C'est pour ça qu'il y a toujours un qui est resté là avec 200. Par contre, ce que vous voyez,
c'est l'expression de ce que pense le marché par rapport au cycle. Dernièrement, on est passé d'en dessous de 60 en dessus de 70. On était à peu près à 58, on est monté à 75. C'est déjà un bon rebond à la fin, hein, donc dernièrement. Alors cette fois, au lieu de passer d'un titre à un autre titre, on va passer tout de suite sur un instrument DOTS. Là, on va dire que nous sommes bullish, parce que vu le discours, on est plutôt bullish. Enfin, je sais pas, toi, tu es comment? Ah non, moi je suis plutôt constructif, mais de nouveau, moi c'est une grande discussion qu'on a eue moult fois, et toi et moi, et encore récemment avec d'autres personnes, où la question c'est est-ce que on dit toujours que les semi-conducteurs sont un indicateur avancé. Si les semis repartent, le marché repart. Donc je pars du principe que si les semis partent maintenant, ça veut dire que le marché va faire que suivre derrière. Et moi j'ai toujours un doute profond sur est-ce qu'on a vraiment fini ce nettoyage. Mais en dehors de ça, je dois dire que techniquement, pour l'instant, je suis assez attiré par cette thématique-là. Et j'abonde dans le sens de dire qu'on en aura toujours besoin d'une manière ou d'une autre. Donc à un moment donné, sachant qu'on a quand même des boîtes qui ont perdu quasiment plus de la moitié de leur valeur, non, moi je suis plutôt constructif, hein. Prudent, mais constructif, hein. Alors, rappelez-vous le graphique, on était descendu en dessous de 60 vers les 58 $, puis que là, on était en train de repartir. Donc, lorsqu'il y a eu ce print screen, vous voyez que le prix était à 73,19 $, d'accord, le prix du titre. Donc, vous avez un knockout, hein, c'est un var en call, vous jouez la hausse. Le knockout, c'est-à-dire que si on touche les 62,02, vous perdez le varan. On peut imaginer que si on touche les 62, ça veut dire qu'on va toucher les 58 et qu'on risque de partir plus bas, avec une accélération à la baisse. Donc, c'est peut-être pas mal de ne pas avoir le titre, si vous n'êtes pas un investisseur long terme. Donc là, l'idée, c'est de se dire, ça peut marcher à la hausse. Donc, j'ai trouvé qu'il était pas mal. Donc, ça, c'est un varan knockout émis par l'UBS. Donc, vous voyez que si vous l'achetiez, c'était 1,206. Et très important, cette fois, ça serait important de regarder ce genre de choses. Le ratio est de 10, donc il faut vous en acheter 10 pour qualifier, pour jouer l'activité sur un titre AMD, sur une action AMD. D'accord? Donc ça, c'est pour vous dire que vous avez un floor qui est proche du plus bas de 2022 et que nous sommes en phase de rebond et qu'a priori, vous êtes confiant que le rebond peut continuer. Quant à l'objectif du cours, ça c'est une autre histoire. C'est vous qui pouvez laisser courir en attendant. On va dire que, rappelez-vous que l'objectif moyen était en moyenne, hein, en dessus de 80 $. Donc vous pouvez vous dire, ben, peut-être que ça peut monter effectivement à 90 $. Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça a donné jusqu'à maintenant? Donc, c'est un Varan Call qui a été émis le mois de novembre, donc début novembre cette année, maintenant, donc il y a très peu d'historique, mais ça suffit pour voir déjà, en fonction de comment ça a bougé dans les marchés, et on voit que là, quand il a été émis, on était un peu plus haut que le plus bas, donc d'abord on baisse, donc voilà pourquoi ça a baissé fortement tout au début, donc les 15 et 16 novembre, vous voyez que ça a baissé, vous perdiez 14%, après ça a stagné, après c'est monté, vous auriez pu gagner jusqu'à 20%, toujours en considérant que vous avez acheté tout au départ, et puis tout d'un coup, là, ça s'est tassé un tout petit peu. Donc il y a un petit peu de prise de bénéfice, parce que évidemment, un titre qui passe de 58 à 75, à un certain moment, il y aura des prises de bénéfices, ce qui est assez logique, et c'était logique par rapport à des gens qui travaillent avec des options et des produits structurés. Celui qui travaille avec une action pour le long terme, c'est une autre histoire. Le trader qui a un prop book ou bien quelqu'un qui a envie de traiter les marchés comme ça, évidemment, lui, il va prendre des bénéfices au bout de 5 $ ou des choses comme ça. Toi, quand tu traitais à combien par action? En termes de coût, en cents. Super bas déjà à l'époque. 2 cents, 3 cents, Ouais. c'est court. Donc là, on peut imaginer que quelqu'un qui se dit, moi, j'ai gagné 5 $ sur un titre, si l'aller-retour, y compris le droit de timbre fédéral de transaction et ce genre de choses, plus la banque, des choses comme ça vous coûte, je sais pas, 20 cents, vous gagnez toujours 4,80 $. Donc, vous n'avez pas besoin de tripler le capital. Et ça, je dis, si vous achetiez un titre.
Maintenant, l'histoire d'Intel. Donc, vous voyez, là, cette fois, on n'a pas mis de var en poutre ou de jouer la baisse. On est plutôt, nous sommes plutôt positifs. Intel, c'est toujours bon de le rappeler. Donc, c'était créé en 68. Rappelez-vous, avant, AMD, c'était dans les années 70. Donc, il y avait 3 GULU, dont Gordon Moore, la fameuse loi de Moore. Googleisez, ouais, c'est assez rigolo. Donc, effectivement, ils étaient Fairfield Semiconductor, qui était avec aussi un des fondateurs, enfin le fondateur d'AMD. Ce qui est intéressant aussi pour ceux qui suivaient un tout petit peu la sécurité sur Internet, c'est qu'en 2010, Intel a racheté McAfee. Donc ça, c'est intéressant de savoir qu'une société de semi-conducteurs peut être aussi intéressée au domaine de la sécurité comme par hasard. En 2015, ils ont acheté Altera. Donc ça, c'est intéressant parce que il y avait Altera et Xilinx dans les FPGAs. Donc AMD achète Xilinx, Intel achète Altera. Donc ces deux seules sociétés FPGAs ont disparu de la circulation, alors que c'était des super bonnes compagnies de semi-conducteurs. Bon, elles le sont toujours. Hein. Donc voilà, donc ça c'est très bien. Donc on voit que là, ils se sont mis à niveau par rapport à AMD. Et puis en 2022, donc tout dernièrement, Intel a annoncé l'acquisition de Tower Semiconductor. Donc on se rend compte que ces grosses boîtes, à un certain moment, leur diversification se fait par l'acquisition. Donc ils n'ont plus. C'est un peu comme l'industrie pharma, c'est-à-dire qu'à un certain moment, je vais acheter une boîte de biotech. Bon. L'évolution des résultats, par contre, vous voyez, contrairement à AMD, quand on regarde les 3 dernières barres noires un peu striées, qu'il n'y a pas une progression terrible hein, par rapport au chiffre d'affaires. Et puis, les marges nettes, en tout cas pour 2023, elles ne sont pas terribles non plus, elles sont un peu faiblardes. Ça repartirait en 2024. Donc, on a l'impression que AMD se comporte mieux en bourse, mais aussi dans le business que Intel. Et d'ailleurs, dans le détail du consensus des analystes, rappelez-vous, AMD, il y en avait beaucoup en acheter, là, il y en a beaucoup à conserver. Et puis là, il y a des ventes et il y a des allégés, alors qu'avant, c'était plutôt conserver, accumuler, acheter. Enfin, plutôt acheter. Le cours, on était plus ou moins à 30 $. L'objectif de cours haut, 72, de nouveau, c'est vrai que le CBD, ça peut aider, mais il ne faut pas prendre du trop dur. L'objectif du cours bas, 20, ça, c'est encore, ça a du sens. Le truc c'est que qui me dérange moi aujourd'hui sur Intel par rapport à AMD, aujourd'hui c'est qu'Intel c'est l'ancien méga leader du secteur et que depuis que ça va moins bien, faut pas dire mal, on a l'impression qu'à chaque fois on se dit c'est un cycle et ça va repartir et que finalement pour l'instant ça ne rapporte pas quoi. Donc ouais, c'est-à-dire que quand on traitait, il y avait peu de choses qu'on pouvait acheter dans la bourse au niveau de la tech, au niveau Nasdaq. Hein. C'était Microsoft, Intel, Apple. Point. ah oui, non, je suis d'accord. Ça, c'était fin des années 80. Donc, pour nous, c'était Intel. On achetait un PC, c'était Intel Inside. Donc, on achetait du Intel, quoi qu'il en soit. Donc, c'était le gros truc. AMD était vraiment le nain qu'on laissait là parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait qu'une seule compagnie. Ça, c'était pour des histoires de compétition. Mais c'est vrai que c'était inexistant, AMD. Et là, ces 10 dernières années, ça a complètement changé en faveur d'AMD, alors qu'on a l'impression que Intel s'essouffle. D'ailleurs, si on regarde le graphique, depuis 2011 aussi, c'est pas qu'il était extraordinaire. Hein. Non. Mais ça fait un moment, alors déjà que ça n'a jamais été de nouveau, alors tu parlais de l'ancien temps. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé à traiter sur les actions américaines, c'était une des seules techs qu'on pouvait traiter en Europe encore le matin avant la journée. C'était un titre qui était fun parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passaient. Alors qu'aujourd'hui, bon, d'abord, la concurrence est arrivée. On peut se demander si effectivement Intel va réellement revenir sur un nouveau cycle qui sera le sien, parce qu'il ne faut quand même pas se leurrer, Intel a quand même explosé sur le côté PC. Ouais. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est plus tellement la mode. Pas les gens qui achètent un PC, c'est pas ce qui se passe le plus souvent. Alors un iPad, un téléphone portable, ok, mais Intel, ils ont un peu perdu de la market share aussi parce que leur business était vachement réducteur. Mais c'est vrai que moi, ce qui me dérange
de nouveau, après, c'est une opinion personnelle, mais quand on voit ce genre de choses, pour moi, je me dis simplement, je me dis, bah, si je dois en choisir une, je préfère AMD parce qu'elle est plus dans la tendance, Ouais. alors qu'aujourd'hui, Intel est dans une phase où, bah, on le voit bien hein, sur le graphique ici qui est affiché, bah, ça fait juste un an qu'elle fait que baisser. Et il y a l'impression qu'il n'y a aucune vraie inversion de tendance, sauf ce qu'on fait depuis quelques mois, enfin quelques semaines plutôt même. Et vraiment, on a l'impression qu'on va nulle part. Et c'est un peu la question, on y reviendra sûrement après, peut-être finalement que dans cet environnement, si on joue le secteur global, peut-être qu'il faut simplement être sur l'indice, parce que ça va être très très difficile de choper le bon cheval Ouais. au milieu de tout ça. Mais là, quand on regarde, disons, graphiquement, on voit qu'il s'était posé à 25, donc on peut comprendre pourquoi il y a quelqu'un qui a dit l'objectif bas est à 20, parce que 20, ça serait le support que l'on avait de fin 2012, qu'on avait fin 2011 aussi. Par contre, on voit qu'il y a très rapidement des résistances, la première étant à 35, 37 et Ouais, demi. Après, il y a un swing line vers les 47. Bon, vous me direz, les 47, c'est comme si on doublait pratiquement, mais enfin pas doublé c'est depuis déjà pas 30, mal. mais Ouais. ça serait déjà pas mal. Mais on la sent moins punchy, enfin, mon avis. Oui, c'est clair, c'est clair. Donc, on a pris des poutres. Tout se recoupe. Et tout se recoupe. Ah ouais. Donc là, c'était un varan poutre tout con. Donc, il n'y a pas de knockout. Par contre, il y a une échéance. Du moment qu'il n'y a pas de knockout, il y a une échéance. Donc, on voit que le dernier jour de trading, c'est le 17 mars 2023. C'est sur la dernière colonne. Il y a variation dernier, vente, bas du jour, dernier jour de trading. Donc, le prix de l'action, lorsqu'il y a eu ce screenshot, c'était à 28 3 quarts, on va dire. Et puis, le strike est à 26. Donc là, cette fois, il y a un strike 26. Donc, c'est un varan put 26. Donc là, comme il n'y a pas de knockout, il va vivre sa vie jusqu'à l'échéance. Donc voilà pourquoi il y a une valeur temporelle de 0,13, c'est la troisième colonne tout en bas. Par contre, il y a une vol qui est énorme, hein, 40%, ça c'est cher payé pour une option, mais bon, c'est comme ça. Le market maker, c'est Fontobel, là il est en train de vendre de la vol. Hein. Enfin, vous achetez de la vol si vous achetez ça. Donc le strike 26, si on revient en arrière, on voit que 26, si on descendait à 25, on commence presque à gagner un peu d'argent. Et si on descend à 20, qui serait l'objectif donc le plus bas que l'on avait vu par rapport au consensus, là ça aurait du sens. Vous voyez, le consensus objectif de cours bas c'était 20, enfin c'est pas le consensus, mais en gros celui qui était au plus bas était à 20. Donc là vous jouez l'objectif du cours bas quand vous achetez ce put. Quand on regarde le graphique, donc là c'est sorti le produit le mois de juillet. Donc on voit que comme c'était un put, lorsque Intel a baissé dernièrement depuis le mois de juillet, ben le put a gagné de l'argent, évidemment, il a gagné 307%. Et depuis lors, il y a eu ce petit rebond là que l'on voyait, donc de 25 passé à environ 30, et ben ça fait que effectivement le cours du put baisse. Parce que quand on joue le put, on joue la baisse. Si le titre monte, évidemment, c'est inversement, je gagne sur le titre, je perds sur le put. Logique. Donc le prix du titre, vous le voyez en noir, mais cette petite ligne ne donne pas beaucoup d'expression, mais ça permet de comprendre plus ou moins comment ce Intel, le put, se vit sa vie. Alors Nvidia, à l'époque de Intel et AMD, il n'y avait pas Nvidia. Non. Donc ça, c'est différent. Donc vous voyez que cette fois, on passe des années 68-70 à 1993, d'accord? Et puis, Yuang, ça fait moins américain que Moore. Mais bon, c'est un Taïwanais d'origine américaine, ça c'est très bien. Euh, c'est intéressant parce qu'effectivement, l'industrie des semi-conducteurs, c'était une industrie qui était vraiment américaine. Les Américains, parce qu'ils se sentaient très coupables des deux bombes Hiroshima et Nagasaki, avaient d'abord invité des ingénieurs japonais à venir étudier aux États-Unis. Donc, il y avait eu un transfert de connaissances technologiques. Et puis après, effectivement, les Taïwanais, quelques Chinois aussi étaient partis aux États-Unis. On les appelait les ABCs, les American Born Chinese, après, parce que la deuxième génération. Et effectivement, eux ont étudié aux États-Unis. Et après, Taïwan, comme vous l'avez vu avant, Taïwan Semiconductor, c'est une immense boîte.
Et voilà pourquoi les Chinois aimeraient bien choper Taïwan aussi. Enfin donc, lui, il a travaillé chez LSI, chez Advanced Micro Devices, donc AMD. Donc voilà où de nouveau on retrouve les écoles, Intel et AMD ensemble, après ils se séparent, et puis Nvidia, le mec il a travaillé là-dedans. Puis après il a travaillé aussi chez Sun Microsystems, ce qui est assez intéressant parce que Sun a disparu de la circulation. J'ai voulu mettre aussi un tout petit peu ce qu'a fait Nvidia, donc elle a aussi cru grâce à des acquisitions, d'accord. Par contre, ce qui est assez marrant, c'est qu'en mars de cette année, le PDG d'NVIDIA a dit qu'ils étaient ouverts à la fabrication de leurs puces par Intel. Donc, à un certain moment, ils ont dit, ben, écoutez, voilà. Donc, ça veut dire que Intel peut aussi fabriquer des puces pour des vendeurs de puces. Donc, ça, c'est assez marrant. Par contre, ce qui avait coûté un peu cher à NVIDIA, c'était le dernier point, c'est que, rappelez-vous, à un certain moment, pour des mesures de rétorsion, le gouvernement américain avait dit stop avec la Chine parce qu'il y a un transfert de technologie et puis en plus, il y a embargo, on ne les veut pas. Et eux avaient été assez durement touchés, d'accord, vu que une de leurs puces, un de leurs produits, était ajouté à la liste de contrôle des exportations. Mais grâce à Dieu, ça a changé. Donc, Nvidia a pu retravailler avec ses puces en particulier, sur le marché chinois. Et on verra après ce que ça a donné. Quand on regarde au niveau des résultats prévisionnels 2023, 24, 25, là vous voyez qu'il y a de nouveau une croissance. Vous voyez aussi que les marges d'exploitation ou les marges nettes, avant Intel, on était à 15% à peu près de marge nette. Là, on arriverait vers les 30%. Donc, au plus bas, en 2023, c'est 15% pour Nvidia, alors qu'au plus bas chez Intel, c'était bien en dessous de 10%. Donc, c'est une compagnie qui a des marges d'exploitation et des marges nettes qui sont vachement bien. Dernier cours de clôture à l'époque, c'était 162. L'objectif de cours haut, 320. De nouveau, ça c'est de la folie furieuse. 110, le cours bas. On sent que, ouais, il y a vraiment des gens qui n'aiment pas ou il y a des gens qui aiment trop. Mais morale de l'histoire, quand on regarde le bar chart qu'il y a en dessous, le détail du consensus des analystes, ça ressemble plus à AMD qu'à Intel. Donc là, vous avez l'impression que c'est plutôt bullish que bearish. Quand on regarde le graphique, donc on voit aussi depuis 2011, ça ressemble presque à AMD, enfin avec un petit décalage dans le temps, parce que Nvidia a commencé à décoller en 2020. Donc c'est assez fou, avec un pic à 325, donc voilà pourquoi 300, le mec, voilà. Et puis vous voyez le rebond, puis le rebond était assez important parce qu'on était à peu près à 110, on est monté à 160, c'est énorme, on s'est fait 40%. Ouais. Donc celle-là, elle a vraiment, vraiment bougé de 40% depuis le dernier plus bas avec le prix plus ou moins actuel. Donc ça montre déjà que les gens ont presque plus confiance là-dedans, dans Nvidia, en tout cas que dans Intel. Et puis c'est presque un niveau de confiance identique à AMD. Bon, de nouveau, ils sont pas du tout sur le même business que les autres. Donc, Nvidia, il faut aussi se souvenir qu'ils ont explosé à l'époque où ils ont été les premiers à faire des cartes graphiques qui étaient capables de parler à l'intelligence artificielle, entre guillemets. Et c'est aussi pour ça que ça a explosé. Maintenant, je crois qu'ils bossent beaucoup avec la Xbox de Microsoft. Ouais. Donc, ils sont très présents dans le gaming. Mais c'est clair qu'en fait, ce qu'on n'avait pas vu venir chez Nvidia, c'est certains l'avaient vu venir, bien sûr, mais la majorité n'avait pas vu venir. C'est qu'en fait, Nvidia est très active dans les cartes graphiques. Dans ces cartes graphiques, il y en a qui permettent de parler à un système d'intelligence artificielle. Ce qui veut dire que le problème dans l'intelligence artificielle, pour ce qu'on m'a expliqué, c'est que quand vous avez un robot qui doit fonctionner avec de l'intelligence artificielle, il faut avoir quelque chose qui lui permet de communiquer avec son cerveau, entre guillemets. Et Nvidia avait la solution avec ce genre de choses, d'où l'intérêt par rapport au gaming et d'où l'intérêt par rapport à l'intelligence artificielle. Et c'est ce qui explique aussi tout le run qu'on a eu entre quasiment 2019 jusqu'à 2022, hein, tout en haut, là, à 325. Et c'est vrai que c'est un titre mais que de nouveau, la structure historique de la boîte et le business est différent de celui d'Intel. Je pense qu'effectivement, c'est super difficile de le comparer à Intel, clairement. Tout à fait.
Donc là, on a pris un mini futur long, et après il y aura un mini futur short, parce que cette fois, on a pris les deux. Donc, tout simplement, la chose qui est importante là, dans le mini futur long, mis à part qu'il y a le stop loss, c'est comme ça vous rappellera le VAR en knockout, d'accord? Mais c'est surtout que cette fois, le ratio, donc troisième colonne, numéro de valeur, ouverture, achat, plus haut de jour, ratio, c'est 25. Donc, certaines fois, on s'habitue à 10. Mais là, non, 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 c'est 25. Donc, rappelez-vous que là, il va falloir en acheter 25 pour qualifier pour le mouvement sur un titre. Ça, c'était la chose que je voulais vous montrer là-dedans. La volatilité est de 20. Voilà comment ça a bougé. Bon, ok. Vous voyez que ça a baissé par rapport au dernier mouvement, parce qu'il y a eu un dernier petit mouvement qu'on ne voit pas, parce que là, c'est un chart qui est sur des années. Mais il y a un petit mouvement, donc on voit qu'effectivement, les mouvements font que ça baisse vite. D'accord? Le short, pour ceux qui veulent jouer short, cette fois, vous pouvez le lire, hein, c'est pas un gros souci. La volatilité est toujours de 20, le ratio est de 100. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer que il ne faut pas y avoir de réflexe intuitif comme ça va, j'achète ça et puis c'est bon. Non, 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 non. Lisez bien pas forcément le prospectus, mais en tout cas, ces pages que vous pouvez trouver chez Swissquote dans les dots, c'est hyper important. Ça vous montre déjà quels sont les stop-loss et ça vous montre aussi les ratios, mis à part la volatilité, ce genre de choses, et puis les leviers, l'euro, etc. Mais le ratio, parce que vous, quand vous allez traiter, à la limite, la vol et ce genre de choses, si vous êtes trader, c'est pas très important. C'est le mouvement qui vous importe. Et puis, pour jouer ce mouvement, plantez-vous pas sur le ratio. Parce qu'autrement, vous pensez avoir fait un truc sympa, puis après vous dites, ah mais merde, il me manque quelque chose, ou bien l'ordre ne passe pas. Tiens, je suis bloqué. Pourquoi? Ben, parce que j'ai mis x10 alors que c'est x100. Ça, c'est un peu l'équivalent du graphique de cette vie, de ce mini-futur. Ça, ce sont des mini-futurs de Fontobel. Donc voilà, c'était un peu le tour d'horizon. Là, Pierre-Gilles Degène, parce que ça me gratte pas où ça me gêne. Les propriétés des semi-conducteurs sont à l'origine de toute l'électronique moderne. C'est presque une lapalissade, mais c'est bon de le rappeler parce que les gens ont tendance à oublier cette industrie-là qui est donc la mère. Donc c'est le côté très cyclique. Et puis après, dans les trucs moins cycliques et plus hype, vous allez partir dans tout ce qui est programmation et puis après tout ce qui est réseaux sociaux. Voilà, question. Alors, il nous reste 20 minutes pour répondre à vos questions, si vous avez des questions. Je crois que le match est fini entre la France et la Tunisie. Je ne sais pas combien. Si c'est fini, je crois qu'ils ont fait le match 1-1. Bon, tout le monde... Ah ouais, comme ça, ils vont rien casser. Alors là, il y a une question. Vous pouvez commencer à poser des questions si vous voulez, sinon on partira boire l'apéro. Là, il y a quelqu'un qui ne pose pas vraiment une question, mais qui explique le fait que n'oublions pas, je lis, hein, parce que pour moi, ça ne me parle pas comme ça. N'oublions pas que le duopole graphique est esquinté par Intel qui joue les troubles faits. Ça te parle, toi, ça? Oui, oui, bien sûr. Ben, c'est-à-dire que ces semi-conducteurs-là, pour finir, comme un a racheté Altera, l'autre il a acheté Xilinx. Donc déjà, ils créent leur univers. Après, il y a Nvidia donc, qui arrive. Après, il y avait LSI Logic, enfin des gens comme ça. Donc à un certain moment, effectivement, il faut trouver des relais de croissance. Donc Intel peut jouer les troubles faits, certes, mais ils vont arriver comme numéro 2 ou numéro 3. Donc les duopoles, bah, regardez Intel AMD, personne n'est venu les chatouiller et c'était un duopole. Non, je comprends. Oui, Intel peut jouer les troubles faits, mais je ne pense pas que ça va créer un séisme dans l'industrie des puces graphiques. Je crois, enfin ça c'est mon... Mais effectivement, c'est normal. Ben, regardez, en achetant Altera, en achetant Xilinx, ben, AMD essaie de jouer les troubles faits, Intel ben, se dit, eh ben, si tu veux jouer les troubles faits, moi j'achète le compétiteur de Xilinx. Donc certainement que par acquisition, Intel va essayer d'attraper des marchés porteurs. Certainement. Ils n'ont pas vraiment le choix, ils vont devoir se repenser parce que, comme on l'a dit avant, c'est compliqué de faire du business quand on a
plus vraiment le business porteur du moment dans le semi-conducteur. Il y avait aussi des questions par rapport à ST Micro. Alors, il est vrai que, comme je disais tout d'abord, c'est compliqué dans les dots de trouver des produits pour tous les titres qui pourraient vous intéresser. Donc, malgré qu'il y ait beaucoup de produits, c'est vrai que certaines fois, vous pouvez vous sentir frustré. Moi, de temps en temps, ça m'arrive d'être frustré par rapport à ça parce que je me dis, merde, il n'y a pas. J'aimerais bien jouer cette compagnie, mais il n'y a pas de dots. Donc oui, après, je peux aller sur les options listées, hein, ça, c'est pas un problème. ST Micro, ben, c'est un peu comme TSMC ou des gens comme ça. Donc, c'est la partie très, 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 très cyclique des semi-conducteurs. Donc, si on pense que le cycle va reprendre, ST est très bien positionné. Il va y avoir un article vendredi sur Investir par un de nos contributeurs sponsors qui va parler aussi des semi-conducteurs et ça sera plutôt sur les semi-conducteurs européens. Donc comme ça va compléter un petit peu le tout. Donc rappelez-vous, il y a cette présentation aujourd'hui. Il y aura juste un graphique sur l'ETF des semi-conducteurs demain sur Investir. Ça, c'est un de nos contributeurs. Et vendredi, ça sera sur l'Europe. Donc ça sera pas mal. Ça vous donnera une vision assez globale de l'industrie semi. Mais sur le principe, ce qu'on disait avant, Warren Buffett, s'il achète TSMC, c'est pas pour rien. Quand on achète Intel, AMD, Nvidia, c'est pas exactement, c'est la partie un peu moins cyclique. Ce ne sont pas des fabricants de disques, etc. Je vous renvoie à un des webinaires qu'on avait animés qui était effectivement sur ce genre de partie hyper cyclique. Et puis ça, c'est un peu l'industrie des semi-conducteurs. Ok, bon, bah c'est calme de nouveau, hein. Je sais pas si c'est le football, on est plus nombreux que la dernière fois, mais c'est calme. Vous avez le droit de poser des questions sur autre chose, hein, si vous voulez, tant que ça reste dans le domaine de la finance, bien sûr. Si vous n'avez pas de questions, bah, nous on ira boire l'apéro, mais autrement, on est encore là un petit moment, à moins qu'il y ait vraiment plus rien du tout. Donc ne vous gênez pas, vous avez encore. Voilà. Alors là, que pensez-vous du rapprochement à venir avec Go et WM Ouais, WiiWare? Non, c'est pas WiiWare, c'est VMware. ouais, Ouais. VMware. Alors là, merci pour la question. Voilà. Autre question. Alors celle-ci, alors franchement, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Non. Je veux bien me renseigner et revenir là-dessus. Je vais noter. Je pense qu'on peut en parler la prochaine fois. Et mais ça, le rapprochement, ce serait mentir de dire qu'on peut vous répondre. Alors, question suivante. On change complètement de ça. Ah, voilà, voilà. Alors, il y a un truc qui était sympa, oui, effectivement, donc la Tunisie a gagné. Ben voilà, ben, c'est super. Alors, pour un jeune de 20 ans qui n'a aucune expérience en trading bourse, mais qui se forme sur le tas et souhaite profiter d'un potentiel rebond du marché action, lui conseilleriez-vous d'investir sur les semis? Et il n'y a pas eu un, mais un zéro pour la Tunisie, but annuel pour la France. Comme je vous dis, il y a Nvidia chez nous, il n'y a pas Mbappé chez eux. Bon, leur valorisation, oui, c'est spéculatif, bien sûr. Quand vous voyez les graphiques, effectivement, ça fait extrêmement peur. Ça, c'est vrai. Donc, vous vous dites, ouh là 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 là, tout va se casser la figure. Donc maintenant, il faut prendre deux étapes. La première, c'est est-ce que vous pensez que le marché, généralement parlant, va se crasher encore? Parce qu'on a pas mal de mauvaises nouvelles, et puis les nouvelles sont pas aussi mauvaises qu'avant, mais elles sont pas bonnes. Je m'explique. La guerre en Ukraine, ça continue. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, tant qu'il n'y a pas la bombe atomique, je pense qu'on va s'habituer à la douleur, comme on s'habitue à beaucoup de douleurs, et c'est malheureux. Ça, c'est par rapport à l'Ukraine. La Chine et la situation Covid. Il suffit que le gouvernement chinois, pour calmer le jeu, va raconter sur toutes les plateformes qui n'ont pas été censurées par eux-mêmes, hein, par les Chinois du gouvernement, vont dire oui, on va commencer à calmer le jeu par rapport à Covid, d'où tous les investisseurs se disent yallah, il va falloir acheter la Chine. Donc, a priori, il n'y a pas plus de mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Ben, c'est le fameux Black Swan, hein, le signe noir. Si on regarde au niveau de l'économie, le côté macro, et ce que nous racontent les économistes, a priori, donc dans le cycle économique, on devrait arriver à un top de récession
premier, deuxième trimestre de l'année prochaine. Voilà ce qu'on regarde sur les Fed Funds. Puis après, ça devrait repartir. Donc, est-ce que c'est un rebond dans un bear market ou est-ce que c'est la fin de bear market? J'ai aucune idée, mais a priori, c'est de nouveau un signal qui est plutôt bon sur le moyen long terme. Le très 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 court terme, c'est une autre histoire. Donc, quand j'achète les semis qui se sont vraiment bien pété la gueule, en termes de valorisation, on peut avoir encore une ou deux petites mauvaises nouvelles d'un analyste sortir des fagots, mais autrement, je pense que ça va se tasser. Alors, quand ça se tasse, il y a le problème est le suivant, c'est est-ce que j'achète une option qui a une échéance dans le temps, et ça c'est très embêtant parce que le temps peut passer, et puis le sous-jacent ne bouge pas, donc vous perdez de l'argent parce que ça a perdu de valeur. Avec le knockout, c'est pas mal parce qu'il n'y a pas d'échéance, avec un variant en knockout, ça c'est bien, considérant que le knockout vous permet de moins perdre d'argent que si vous avez acheté un titre. Par contre, si vous construisez un portefeuille, donc si c'est le côté trading bourse, alors là c'est différent, mais comme ça c'est la question est posée sur le trading, moi j'irai sur un variant knockout. Et je pense qu'il faut travailler sur les semis, moi. Après, vous avez 20 ans. Donc, si vous achetez un titre pour les 20 prochaines années, jusqu'à la quarantaine, ça peut valoir le coup. Ouais. Question suivante, le futur appartiendra toujours aux semis, mais quid de leur valorisation ces 12 derniers mois? Ouais, j'ai trouvé les cours c'est un assez peu la même question. spéculatifs. Ouais. Ça recoupe un peu ce qu'on vient de dire. Ouais. Est-ce que Apple pourrait profiter d'un rallye pour descendre malgré les soucis avec la Chine? Bah, si rallye il y a en décembre, Apple est Apple dedans. devra être dedans parce que sinon il n'y aura pas de rallye. Tout simplement, quand vous avez une market cap aussi énorme, il n'y aura pas de rallye si les si les GAFAM pardon, ne partent pas avec. Donc oui, mais effectivement, le souci par rapport à la Chine, c'est quelque chose d'assez discutable. D'un côté, on sait qu'ils vont pouvoir produire moins d'iPhone, soit, mais en même temps, ça veut dire qu'il y aura toujours une demande très forte. Donc oui, ils peuvent, mais ce sera plutôt un sentiment global que individuel, à mon sens. Oui, et puis il faudrait peut-être regarder aussi le cloud de Apple et ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a associé Apple iPhone. Je pense qu'il y a d'autres choses, donc là j'invite la personne à aller regarder un tout petit peu la composition du chiffre d'affaires et des revenus de Apple. Ça peut être pas mal. Ça permet de mieux comprendre le business model. Après, il y avait, si l'on veut jouer l'indice SOX, SMH. alors il y a le TFSMH, regardez demain sur investir, là, .ch. Et puis ça, c'est un ETF. Autrement, il y a des options sur l'indice SOX, mais bon, c'est des options listées américaines. Non, mais c'est vrai que l'ETF, le SMH, il y en a plusieurs, hein, mais je crois que le SMH, c'est évidemment le plus traité, le plus utilisé, donc c'est le meilleur moyen pour jouer Ouais. le secteur dans sa globalité, ce qui diminue pas mal. Et De puis d'ailleurs, quand vous jouez un ETF comme ça, donc l'indice des semi-conducteurs, le SOX, regardez la composition de l'indice parce que comme ça, au moins, vous allez savoir ce qu'il y a dedans. C'est toujours important. Euh, Ça, c'est pour toi. Dans les sociétés citées, toutes sont fablesses, sauf Intel qui le portait lourdement ces dernières années, mais pourrait être un avantage non négligeable vu la situation politique de la Chine et la démondialisation. Ben oui, ben c'est ce qui se passe avec Nvidia. Okay. Donc oui, à un certain moment, mais oui, il y a ce côté américain qui dit on va construire des usines aux États-Unis et puis ça c'est bon. Puis donc toutes les industries ont dit oui, 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 j'y vais, y compris les Taïwanais. TSMC ont aussi dit on va construire aux États-Unis parce qu'ils vont avoir des gains fiscaux, etc., etc., parce que ça va relancer l'économie. Et les Américains seront contents parce que ça crée des emplois aux États-Unis. Donc oui, c'est pour ça, c'est intéressant comme question. C'est pour ça que l'indice SOX c'est pas mal à jouer parce qu'effectivement vous jouez tout, le faiblesse, le pas faiblesse les différents secteurs au niveau des semi-conducteurs, parce que c'est très très compliqué, à mon humble avis, d'aller chercher un sous-segment du secteur. Euh, Dans un portefeuille diversifié avec un horizon moyen terme, peut-on mettre du semi-conducteur avec des actions? Les semi-conducteurs sont des actions déjà, hein, donc c'est simplement un secteur différent. Et oui, bien sûr, mais la question c'est combien vous en mettez dans votre portefeuille par rapport à votre appétit au risque. Et l'autre question c'est qu'est-ce que vous définissez par moyen terme? Alors, si vous avez un petit portefeuille, c'est-à-dire ça dépend si vous avez beaucoup de pognon ou pas. C'est toujours la même histoire. Si vous avez 1 million à gérer, vous pouvez créer votre basket de titres. Hein. Donc, c'est vous qui allez faire du pick and choose. Je prends celle-là, puis un peu celle-là, puis un peu celle-là, puis un peu celle-là.
Le propos, c'est que je pense que le semi-conducteur, ça vaut la peine de jouer le secteur parce que, OK, Intel est pas extraordinaire, mais sur les trois que vous avez vus, il y en a quand même AMD, Nvidia qui ont l'air d'être plutôt pas mal, Intel qui est un peu faiblard, mais ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître. Donc, le conseil dans un portefeuille diversifié, dans un client normal, on va dire, qui aurait entre 10 000 et 150 000 francs suisses, moi j'achèterais un ETF. Le SOX irait très très bien. On part vraisemblablement sur de la stagflation pour quelques mois, mais que va faire la bourse durant ce temps? Je vise du placement pour mon capital retraite que je toucherai l'an prochain. Alors, message personnel, Yvan, ça fait 18 ans que tu me suis, tu devrais savoir qu'on n'a absolument aucune idée de ce que fera la bourse l'an prochain. Maintenant, la réponse politique. Alors, quand on vise, alors, stagflation, ouais, alors, moi j'aimais bien ce mot stagflation, c'est marrant, il a un peu disparu du vocabulaire, on parle vraiment de récession et puis de pic d'inflation, c'est marrant, hein, donc on parle plus vraiment de stagflation. Maintenant, pour le capital retraite, alors, très sérieusement, euh, moi je connais pas Yvon, mais je me connais moi, et moi, pour mon capital retraite, c'est 100% equity suisse. Parce que, un, je dois payer mes factures en francs suisses, d'accord, c'est la première chose. Et puis, deux, moi, le cycle, je m'en tape un peu les couilles par terre, pardon, parce que je vais investir sur le long terme. Donc, la retraite veut dire que j'aimerais encore vivre 20 à 25 ans. Donc, voilà mon horizon de temps. Et dans mon calcul asset liability, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai pour payer mes factures, asset, c'est ce que j'ai, liability, c'est payer mes factures. Moi, j'achète du Nestlé, j'achète du Roche, j'achète. On reprend, on vous a déjà raconté cette histoire-là. Je dois manger Nestlé, je dois me soigner Roche, je dois avoir une assurance, pas forcément une banque, mais une assurance. Vous prenez, vous pick and choose, vous prenez la Baloise, la Suisse Ré, la Vaudoise, peu importe, mais vous avez des dividendes qui sont pas mal. Analysez un tout petit peu les dividendes qui sont là. Donc, vous pouvez créer un portefeuille comme cela. Et puis, par rapport à tout ce qui est international, dans le sens qu'en Suisse, par exemple, nous n'avons pas vraiment d'informatique, ben vous prenez un ETF sur le SOX, et puis avec un peu de chance, vous prenez un ETF avec distribution de dividendes. Pourquoi pas? Comme ça, vous avez le côté rente. Parce que si vous êtes retraite égale rente. Donc voilà, ça c'est un peu mon point de vue. Quelle entreprise de semi-conducteurs a le plus de potentiel sur le marché d'automobiles électriques? Ah merde, c'est Infineon, société allemande. Voilà. Bonsoir, peut-on avoir confiance avec la Chine pour l'achat de TSMC puisque Warren Buffett a investi sur Taïwan? Perso, j'ai pas le numéro de portable de Xi Jinping, mais c'est ce qu'on discutait un peu tout à l'heure sur l'histoire de TSMC. En dehors de la valorisation de la société, en dehors de ce qu'ils font, en dehors du fait que c'est une boîte qu'on utilise pour jouer le cycle de reprise des semi-conducteurs, il faut quand même se poser la question qu'effectivement, il y a un risque supplémentaire parce qu'effectivement, si demain les Chinois envahissent Taïwan, il va y avoir un problème pour Taïwan Semi, mais en même temps, si les Chinois envahissent Taïwan, je pense qu'on aura un problème global qui sera un petit peu différent. Donc c'est un risque supplémentaire et avoir confiance dans la Chine pour l'instant. Ouais, disons, on va dire ça comme ça. Euh, Vous avez vu aujourd'hui que l'ancien président chinois est décédé à un âge canonique, qui est à peu près l'âge de Warren Buffett. Donc je pense que Warren Buffett va passer l'arme à gauche avant que la Chine envahisse Taïwan. Donc de là à avoir confiance dans la Chine, euh, c'est-à-dire on peut avoir confiance dans des Chinois, mais confiance dans un gouvernement, qu'il soit chinois, américain, suisse et compagnie, moi j'ai strictement aucune confiance parce que ça reste de la politique. Donc non, 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 là, quand on regarde TSMC, Warren Buffett a joué un cycle dans les semis, mais alors pas du tout lié à une confiance ou pas confiance dans la Chine. Par rapport à ce que vous évoquez, pourquoi ne pas jouer les dividendes aristocrates par rapport à ce que tu disais pour la retraite? Ah ouais, ouais, oui. Le problème avec les dividendes Aristocrat US, c'est que vous prenez un risque de change. Parce que votre dividende sera payé en dollars. Donc moi, ce que je disais, c'est effectivement, comme moi je suis suisse en Suisse, dans le sens que je paye toutes mes factures, à part si j'achète, je sais pas, je fais venir une voiture extraordinaire des États-Unis que je paye en dollars. Mais autrement, le 95% de mes factures
sont en francs suisses, donc j'ai besoin d'avoir des francs suisses. Par contre, pour quelqu'un qui se dit je diversifie au niveau monétaire, parce que regardez, cette année, c'était l'année du dollar, vous pouvez effectivement diversifier en prenant des US aristocrates. Non, c'est très très bien. Moi, je trouve ça pas mal, ouais. Il y a une question qui dit qu'apparemment le dénommé Yvan, tu dois le connaître, vu les anecdotes qui sont citées sur le chat. Non, mais fallait pas le dire. Ok, d'accord. Bon, autrement, je termine avec deux dernières questions. L'avant-dernière, peut-on considérer Logitech comme une tech? Ouais, c'est une tech récréative. Oui, on ne peut pas la considérer au même type qu'une semi-conducteur, mais c'est tout ce qu'on a en Suisse pour se contenter de ça. Oui, on peut considérer, mais c'est clair qu'on voit très bien d'ailleurs dans les mouvements du Nasdaq, dans les mouvements de la tech américaine, quand nous en Suisse, on ne sait plus quoi acheter pour jouer à la tech, ben, on achète Logitech. Donc oui, on peut la considérer comme telle, mais effectivement plus récréative. Et dernière question de la soirée. Ben, c'était quid de ST Micro. Ça, non, mais c'est bien ST Micro parce que de nouveau, on joue la partie hypercyclique. Donc après, au niveau graphique, là, on ne l'a pas sous les yeux, mais après, c'est du market timing ou bien c'est du long terme. Voilà. Ah oui, et notamment sur la croissance du dividende qui est plus importante aux États-Unis. Oui, ça c'est clair, mais on en parle beaucoup de ces croissances de dividendes. Vous regardez aussi, pas simplement sur investir.ch, mais ailleurs, on voit par exemple le Janus Anderson Dividend Index. Eux, ils sortent ce genre de réflexion. Donc on voit qu'aux États-Unis, oui, la croissance était forte. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont plein de pétrolières dans leur indice. Nous, on n'a pas de pétrolière en Suisse, par exemple. Donc, c'est pour ça que le dividende a cru. C'était surtout grâce aux dividendes des pétrolières. Les pétrolières coupent leurs dividendes et les croissances des dividendes aux États-Unis baissent de facto. Donc, regardez toujours les compositions des indices et ce genre de choses pour comprendre quels sont les facteurs communs et les facteurs différenciants. Donc là, par rapport aux États-Unis, pétrole qui a donné les dividendes. Voilà, il est là, mon seigneur, comme disait l'autre. Ah oui, puis la semaine prochaine, on parlera des pétrolières. Voilà, justement. Donc, semaine prochaine, même heure, même endroit. Oui, webinaire cette fois, mercredi, webinaire le 7 décembre, ça fait rare. Webinaire sur les pétrolières. Pour le reste, on vous remercie d'avoir été là. Putain, ça n'arrête pas maintenant. Alors, attendez. Non, il repousse. Non, attendez. La dernière question qui vient d'arriver. Thomas, pourquoi vous êtes-vous coupé les cheveux? Alors, il faut regarder les vidéos du matin sur le Morning Bull Live, parce que l'histoire des cheveux, je le dis une dernière fois, j'avais promis quand j'ai commencé à faire les vidéos sur Morning Bull, sur la chaîne Suisse Côte en français, que je me couperais les cheveux, voilà, que je me couperais les cheveux le jour où on atteint 25 000 followers, ce qui a été fait il y a 2 semaines. Donc, j'ai tenu mes promesses. Alors maintenant, ça repousse, vous le voyez, et je ne les couperai plus jusqu'à qu'on atteigne les 100 000 au moins. Et à 100 000, je me ferai tatouer. À 30 000, il se les fait boucler. À 30 000, je ne pourrais pas les faire boucler. Bref, tout ça pour vous dire qu'on s'arrête ici pour ce soir. Merci pour les compliments par rapport aux cheveux courts, aux cheveux longs, etc. C'est très sympa de vous avoir à chaque fois. Donc, mercredi prochain webinaire. Demain matin, chronique boursière sur investir, plus pas mal de publications sur les semi-conducteurs. Demain matin, vidéo sur Morning Bull Live sur la chaîne Suisse Côte en français. Et puis, après, il y aura encore le Swiss Bliss vendredi. Autrement, bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et de toute façon, très bientôt, partout, un peu partout. Allez, bye bye. Bonne soirée.